Oui, d'accord. Oui, Philippe, faut que je te laisse, ils sont déjà là. Allez, à tout de suite. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Bovy qui va arriver dans quelques instants puisqu'on a fait une interview ensemble. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est quelqu'un de très intéressant qui travaille dans un domaine complémentaire. Vous allez le voir, il va vous expliquer tout ça. Et comme ça, on va essayer de répondre à un maximum de questions concernant bien, la formation des jeunes, le métier de dessinateur, les différents métiers, etc. Puisqu'il en a fait beaucoup et il a connu aussi les anciennes méthodes. Donc j'ai trouvé très intéressant de faire cette vidéo avec lui. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Pensez à vous abonner et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et tout de suite, je vous présente l'interview. Donc, écoute, déjà, merci de te recevoir. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Je voulais savoir, parce que ton profil est très intéressant, et je voulais savoir, toi, ce que tu faisais exactement. J'ai cru voir art et métier, toutes sortes, conservatoire, toutes sortes de choses. Donc, je t'écoute. Le meilleur. Mon profil, c'est d'abord j'ai une formation de CAP dessinateur en 1975-77, un CAP. CAP de dessin en construction mécanique que j'ai fait à Poissy, dans les Yvelines. Et après ça, quand j'ai eu fini mon CAP en 2 ans, dessin technique mécanique, après ça, j'ai été travailler. Et puis très vite, en gros, quand j'ai eu ma fiche de paye, quand j'ai regardé ma fiche de paye, j'ai trouvé que ça faisait pas beaucoup. Donc je me suis demandé comment je pouvais gagner un peu plus. Et puis quelqu'un m'a dit, en gros, il fallait faire plus d'études. J'ai dit comment? Il dit, il y a les cours du soir. Donc je suis retourné à mon lycée technique à Poissy et j'ai été voir. J'ai demandé à faire des cours du soir. On m'a dit, bah oui, vous pouvez faire un BP. Donc à l'époque, c'était un brevet professionnel. Et puis, mais c'était en cours du soir. Ça veut dire, je travaillais en même temps à l'usine. Et puis, j'aurais voulu rentrer dans le bureau d'études, mais j'ai pas réussi. Et puis, donc, je faisais mes cours du soir. J'ai commencé les cours du soir à travailler chez moi. Ce que je savais pas bien, c'est qu'en effet, il fallait travailler tous les samedis. Ouais, parce que c'était pas un PEP, hein. Ouais. À l'époque, un PEP en 1975-77, il fallait travailler tous les samedis. Là, c'était un peu dur, mais j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses et à prendre goût à travailler. Ça, c'est clair. Et puis, après ça, bon, j'ai eu tout un tas de missions différentes, un peu partout dans Paris, sur de la mécanique, d'abord de la serrurerie. J'ai fait travailler des petites études en serrurerie. J'ai fait de la mécanique. J'ai même travaillé pour les compteurs Gégère. Ouais. De voitures, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Et puis, après ça, bon, j'ai fait tout un tas de petites missions d'intérim. Et très vite, on me demandait surtout de dessiner du bâtiment. Bâtiment, de la plomberie, des choses comme ça. On me demandait de dessiner un peu de bâtiment. J'ai travaillé sur la climatisation. De la climatisation. Où j'ai même travaillé du côté de Levallois, Courbevoie, dans ces coins-là. D'accord. Des gaines de communication, j'ai travaillé dans des bureaux d'études où j'ai vraiment connu la planche à dessin. Ah ouais. Comme moi, j'avais connu au lycée technique. Et la planche à dessin, alors c'était plus les planches à dessin avec le bras articulé. Ouais. C'était les dessins avec le bras, je sais pas si tu as connu. Oui, ouais, c'est ça, ouais, j'ai connu ça aussi. le réglage de nos... Bon, l'équerre et le thé, j'ai pas trop connu, j'en ai fait un petit peu, mais pas trop. Ok. Puis après ça, je suis parti à Bordeaux pour rejoindre celle que j'aimais. Ouais. Et puis on a fait une petite mission mécanique. Ouais. Un monsieur qui travaillait pour l'aérospatiale, voilà, l'aérospatiale à Bordeaux. Et puis donc en mécanique. Et puis très vite on m'a proposé cet employeur travailler aussi pour les pétroliers. Donc j'ai travaillé pour Elf Aquitaine. Et puis j'ai été formé par un de leurs projeteurs, c'était Monsieur Citerne. C'est quand même une prédestination de s'appeler Citerne quand on travaille pour des pétroliers. Et il m'a appris d'études pour les stations-service. Donc j'ai travaillé des gens comme ça. Et puis, j'ai appris à donc dessiner des stations-service. C'était 15 départements quand même à peu près. Aquitaine, Midi-Pyrénées. Et puis, on dessinait les stations-service, y compris les stations-service autoroutières. Hein. Donc, ça représentait beaucoup de plans différents à faire. Ah oui. Il fallait je recevais des relevés de géomètres, des TP.
et de la topographie. Et après ça, il fallait, pour certains, pour les gros projets, il fallait carrément monter un dossier de permis de construire, dossier de PC, avec tout ce qui allait. Donc, il y avait des plans d'implantation de la station. Il fallait donc les bâtiments, il fallait implanter, dessiner, représenter les pistes d'accès, accès, entrée, sortie pour les stations autoroutières. Il y avait aussi les parkings voitures, les parkings poids lourds. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait toutes les infrastructures pour la partie distribution d'essence, de gasoil, c'est-à-dire qu'on avait toute l'installation des cuves à faire, réalisation des fosses, positionnement des îlots avec les volucompteurs pour pouvoir dessiner ce qu'on appelle les pompes à essence. Et puis les auvents à représenter, les auvents pour protéger les gens de la pluie. Et donc, alors les bâtiments, c'est assez standard. On positionnait des bâtiments standards avec la boutique et puis ce qu'il y a. On prend un peu du litrage, bien sûr, qu'il y avait pour certaines stations-service. D'accord, ça marche. Et sur d'autres petites stations-service, c'était des aménagements, installer des cuves, augmenter la capacité de stockage, ou alors installer du GPL, par exemple, à l'époque. On a déjà pensé au GPL, gaz de pétrole liquéfié, qui venait plus, et ça avait l'air de fonctionner, ça avait l'air de bien partir. Et c'était étonnant parce que dans certains pays comme, il me semble, la Suède, la Norvège, la Finlande, le GPL avait marché. Et nous, en France, on avait des blocages au niveau des stockages des véhicules GPL dans les parkings. Bon, c'était soi-disant explosif. Bien sûr, il y avait potentiellement marché, mais bon, il me semble qu'on n'a pas résolu ça. Et ça avait peut-être plus d'avenir, le GPL. D'accord. Voilà. De temps en temps, j'avais la chance d'aller voir sur certains chantiers, aller surveiller aller voir des chantiers pour aller voir ce qu'on avait dessiné. Donc, j'ai d'abord travaillé tout seul, chez moi, avec ma planche à dessin. Et puis, après, très vite, j'ai pris un dessinateur et puis un deuxième dessinateur. De temps en temps, j'ai même pris un stagiaire, voilà. Donc, je me suis installé officiellement après ça pour Elf Aquitaine, qui après ça proposé gentiment de me faire travailler pour un de ses homologues, qui est BP Aquitaine. Et puis, moyennant bien sûr, il m'a dit je veux vraiment une scission, une séparation entre l'un et l'autre, qu'il n'y ait pas de relation entre l'un et l'autre. Les deux entités, les deux marques ne sont absolument pas d'accord. C'est pas la même chose. Même si toutes les deux vendaient finalement de l'essence, du carburant pour les véhicules VL. Et puis, d'accord. Donc, j'ai accepté. C'est pour ça que j'ai grandi. On est passé à 2 ou 3. Où tu étais à ton compte? Donc, je me suis mis à mon compte. D'accord. Et en parallèle, c'est vrai qu'en parallèle, j'ai commencé des cours du soir parce qu'en bâtiment, j'avais pas de formation réelle. Donc, j'ai commencé des cours à la Philomatique de Bordeaux pour faire du dessin bâtiment et passer au moins un CAP. Et j'avais pris aussi, après ça, j'ai pris, donc c'est un peu après. Donc, j'ai été à mon compte pendant 3 ans à peu près. Et puis de 85 et 88. Et puis après ça, j'ai acheté. Je me suis dit, il me semblait il fallait que je simplifie mon travail. Il y avait quand même beaucoup de standardisation à faire au titre d'une station-service, une station essence. Donc, je me suis dit, tiens, par exemple, j'ai entendu parler d'AutoCAD à l'époque. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai fait donc un stage AutoCAD chez un vendeur de dessins qui faisait des plans, des choses comme ça. J'ai fait une formation. Et puis, je me suis dit, tiens, ça serait vachement bien. Donc, je me suis renseigné à Paris. Je suis monté à Paris sur des salons. Un salon au moins, et puis j'ai carrément investi dans ce matériel AutoCAD en me disant tout ce j'avais compris que la standardisation, par exemple, tous les bâtiments qui pouvaient être, qui étaient finalement des bâtiments type, en fonction du litrage de la station-service, un bâtiment de tel type, on le dessinerait une fois, point, c'était terminé, on standardisait. Après ça, pour mes îlots, ce qu'on appelle les îlots, c'est-à-dire là où on met les pompes à essence, vous dites pompe. Nous, on dit volucompteur. Les îlots, on peut les standardiser. Ils avaient toujours la même largeur, à peu près la même longueur, ils ont la même forme. Une espèce de forme de haricot blanc, voilà. Et puis, on pouvait standardiser les volucompteurs et tout un tas de matériel. Les cuves, même s'il y a différentes cuves, des cuves de 15 000 litres, 20, 30 000 litres, 60 000 litres, tout ça, c'était des cuves, une fois que ça avait été dessiné, avec la fosse qui reçoit la cuve, c'était des éléments standardisables et donc ça nous éviterait beaucoup de travail. Et là où j'ai fait une grosse erreur, c'est que je me suis formé moi, j'ai acheté un matériel qui m'a coûté cher. Or, j'étais pas, quand je me suis mis à mon compte, j'ai pris un statut trop vite.
J'ai pris un statut allant à la bourse de commerce. On m'a dit quel statut? Bah, je sais pas. Moi, j'ai jamais été à mon compte. J'ai pris le statut d'indépendant. Oui. Comme un médecin, comme un dentiste. Mais je savais pas. J'avais aucune notion de comptabilité, aucune notion de juridique. Ouais. À l'époque, j'avais qu'un CAP de mécanique, dessin en construction mécanique. Donc, je me suis mis à mon compte, mais j'ai été vite rattrapé par la comptabilité que je savais pas faire, par les impôts un jour qui m'ont appelé. Appelé, en gros, ils m'ont un problème. On dit, monsieur, en gros, par courrier, ils m'ont dit, il faut nous rendre la TVA. TVA, c'est quoi ça? Ah, vous savez quand même ce que c'est que la TVA? Non. Taxe sur la valeur ajoutée, ben c'est quoi? Allez, vous facturez des choses, il faut restituer la TVA, mais c'est quoi ça? Ah bon, impôt de monsieur Rocard, je crois, ou il a fallu que je rende. Je gagnais pas mal d'argent, il y avait un problème. Mais très vite, donc ce que je mettais à la poche, je savais pas, il a fallu. Donc je me suis mis à un centre de gestion agréé, très bien, qui m'a aidé, génial. Mais il fallait en plus tenir ma compta, donc il fallait que je pense tout d'un coup à chaque fois dès que je faisais un achat, à gagner un ticket de caisse avec le détail hors taxe, TVA plus TTC, et à passer ma comptabilité. Ce que j'ai pas compris, ce que je savais pas, j'avais pas une vision d'ensemble de mes projets. C'est que je me suis dit, j'ai commencé à taper à la machine, je me suis acheté une machine à boules, mais moi je sais pas taper. Je mettais 2 heures pour taper un courrier, je le recommençais, l'horreur. Et puis après ça, j'ai fait pareil pour la compta. Quand il est arrivé les trucs de compta, je ne savais pas. Donc, j'ai passé des nuits blanches à essayer de comprendre, à remplir des cahiers de compte. Je ne savais pas, balance, les rentrées, les sorties. Voilà. Par contre, mes clients étaient contents parce qu'on faisait, je crois, du bon travail. Voilà, on mettait un point d'honneur. J'avais repris du matériel gentiment chez Elf qui m'avait vendu les planches à dessin. Donc, j'avais dessin. J'avais racheté une machine à tirer les plans, la vieille machine avec les rouleaux à plans, quoi. Voilà, après ça, j'ai amené un bureau d'études qui était pas mal et on travaillait à 3 dedans, mais voilà, je me tapais ma compta, je me tapais tout le comment s'appelle, le secrétariat. J'ai pas eu l'idée de me dire, tiens, faut que je sous-traite, par exemple, le secrétariat, une jeune femme, une secrétaire qui fait 1 ou 2 jours par semaine, et pareil pour la compta. Mon travail, ce que je maîtrisais à peu près, c'était la partie bureau d'études, dessin, plan, mais toute la partie administrative. En plus, à partir du moment où j'ai eu des salariés, il fallait aussi tenir des salariés, les entrées-sorties, enfin tout un tas de paperasserie administrative pénible, parfois très pénible. On m'avait dit aussi, vous avez embauché des jeunes, bah, vous allez avoir des primes, mais il a fallu que je fasse des montes des dossiers, je savais pas par quel bout le prendre. Et puis voilà, je me suis embêté, mais alors grave, j'ai perdu du temps que j'avais pas, quoi. Ce temps que je perdais à faire du paperasse administrative, je le passais pas à faire du dessin, d'aller voir mes clients et de faire du travail correct aussi. Voilà, à faire ce que moi je maîtrisais, la partie bureau d'études à peu près. D'accord, ça marche. Très intéressant comme parcours, en effet. Donc après ça, j'ai fondu les plombs. Et puis pas que les plombs, d'ailleurs, les plombs. Et puis après ça, je me suis retrouvé au chômage. Puis je me suis remis à chercher du travail. D'accord. J'ai retrouvé du travail. Alors on m'a dit, mais monsieur, il ne faut pas venir à la NPE. Vous étiez chef d'entreprise, il faut aller à la NPE cadre. Moi, je suis tout cadre. Je suis rentré à la NPE cadre à Bordeaux. Et ils m'ont dit, mais monsieur, ouais, très bien. Alors, vu votre CV, donc très bien. Je lui dis, mais j'ai droit à quelque chose? Elle me dit, ah ben non. J'ai quand même cotisé à mes frais un peu cher, parce que quand tu es à ton compte, tu cotises très cher. Hein. Tout ça pour rien. Maintenant, j'avais droit à rien, je n'étais plus salarié. D'accord, ça s'est fait. Donc, j'ai cherché du travail. J'ai trouvé assez vite du travail en chauffage, comme projeteur chauffage, parce que j'avais déjà fait des choses avec un monsieur qui est extraordinaire, un des meilleurs thermiciens sur la place de Bordeaux, un ingénieur extraordinaire. Et puis, mais voilà, je travaillais pour lui exclusivement, quasiment au bureau d'études pour lui. Et puis, mais je comprenais pas toujours ce que je faisais. Le chauffage, c'était pas ma formation, quoi. Donc, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis rentré à Paris. Et gros problème de santé, je suis rentré à Paris, et puis après ça, j'ai fait une formation au lycée Maximilien Perret à Vincennes, une des meilleures formations en chauffage, MaxP. Et puis j'ai passé un BP, un brevet professionnel, le projeteur en chauffage. Et en 1 an ou 2 ans, voilà. Donc après ça, j'avais vraiment une formation. Je commençais à avoir une formation mécanique, une formation en dessin bâtiment, et puis une formation en chauffage, quoi. D'accord.
ça à faire. Ouais. Entre-temps, oui, aussi un peu avant, j'avais pris des cours de maîtrise du bâtiment. Ok. À Bordeaux, hein, philomatique, voilà, pour m'occuper. Enfin, c'est vrai que c'est le bâtiment de ma vie. Mais bon, voilà. Après, Ok. rentrer sur Paris, qu'est-ce que j'ai fait? Après mon BP de projeteur en chauffage, en 96, Maximilien Perret, un des derniers cours, ou le dernier cours qu'on a eu, c'était un cours de froid. C'était un ingénieur en froid, monsieur El Sharif, Ouais. qui nous a fait un cours sur le froid. Ah ouais, alors là, j'ai trouvé ça magique, la magie du froid, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît, c'est ça qu'il me faut, je sais pas. Alors, du coup, je me suis inscrit, pendant que je travaillais, hein, je me suis inscrit au cours du soir, hein, au lycée Maximilien Perret, à Raspail, au lycée Raspail, à Porte d'Orléans. Et j'ai passé un BTS F2E, froid, énergie, environnement. Alors, ça a duré un peu longtemps, en 5 ans, j'avais encore des gros problèmes de santé. Et puis, mais tout en travaillant, d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé en 2004. J'ai trouvé une place dans un CFA où j'étais à Paris, centre de formation des apprentis rue des Rosiers à Paris, là, Ouais. où on cherchait un prof de froid. Donc, j'ai proposé ma candidature. Et puis, alors, bien sûr, j'ai commencé comme prof de froid. J'avais déjà, en théorie, ça allait à peu près. Par contre, en pratique, j'avais quasiment jamais fait de froid, même jamais sérieusement fait de froid pratique, quoi. Mais j'ai pris le poste parce que le directeur à l'époque m'a dit, bon, vous en faites pas, il y a un formateur qui va vous aider, pas de problème. Ok. Donc, j'ai pris la classe. On m'a confié les bacs ENER, ça s'appelait bac ENER, bac énergie, quoi. Et puis, ils étaient tout contents, les jeunes, parce qu'ils n'avaient pas de prof depuis un bout de temps. Ouais. Et puis, voilà, donc je les ai amenés. Alors, en théorie, ça allait. À l'atelier, j'étais pas à l'aise du tout avec le matériel, quoi. Je pouvais pas non plus toujours déranger mon copain, prof de froid, parce qu'il avait ses cours. Bon, mais j'ai essayé de compléter. Et en même temps, tous les soirs, j'allais au cours du soir à Raspail. J'étais pas très loin, Paris 4e, lycée Raspail, Porte d'Orléans, Porte d'Ido. C'était jouable. Et puis, mais j'avais aussi, bien sûr, tous mes samedis, je devais aller là-bas. À Raspail pour les cours du soir. Parce que les cours du soir, c'était tous les soirs, après le travail. Je rentrais chez moi, il était donc vers 9h, 9h15, 9h30. Et puis, après ça, tout le samedi, j'étais en général au lycée Raspail pour faire tout le samedi 8h, quoi. Et là, on avait des cours, on avait vraiment, et des profs au lycée Raspail de grande valeur à l'époque. Alors, je crois que c'est un peu disparu du lycée Raspail, la promotion sociale, mais vraiment, on avait des promos de copains qui, j'exagère en le disant ça, mais avaient des cours avec monsieur Boutelou, par exemple, notre prof de froid. On était 20, il posait une question, il y avait 40 mains qui se levaient, quoi. J'exagère. On savait ce qu'on voulait faire, quoi. On venait là après le travail pour se faire plaisir, quoi. D'accord, voilà. Ça marche. Et puis, ayant fini, un peu péniblement, j'ai réussi à avoir mon BTS F2E en 2005. Ouais. Après ça, j'ai entendu parler de l'IFI, qui étaient les ingénieurs froids, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Donc, j'ai tenté une première fois, c'était en 2011, j'ai tenté le CNAM. Et puis là, j'ai eu un gros problème de santé. J'avais commencé l'IFI en ingénieur froid. Enfin, c'était une assimilation ingénieur, ça s'appelait le DSFI, Diplôme supérieur du froid industriel. Ouais. Et on avait tout un tas de matières, froid indus, froid com. Il y avait surtout d'abord le gros méchant, c'est la partie thermodynamique. Pour nous, le frigoriste, parce que en gros, c'est du calcul et c'est aussi beaucoup la science du raisonnement, quoi. La thermo, ce qu'on appelle la thermo, c'est beaucoup d'équations, mais des trucs fabuleux, quoi. D'accord. Gros problème de santé. Et puis en plus, la remise en maths, pour moi, qui n'étais jamais une bête en maths, c'était un peu difficile, quoi. Donc j'ai un peu le début en maths, j'ai pas pu me remettre à jour des problèmes d'inscription, d'organisation. Et puis, je suis arrivé en retard et j'ai pris le train un peu en marche, comme on dit. Donc, ça a été très dur. J'ai été obligé d'arrêter assez vite. Et puis, je l'avais commencé en même temps qu'un copain, d'ailleurs. Un copain qui avait fait le BTS F2E avec moi, Abdel Ghani aussi, et qui, lui, a réussi à le finir. Et bon. Et après ça, j'ai arrêté. Et puis, je me suis dit, mais j'avais pas envie de lâcher l'affaire. Donc, j'ai recommencé. En même temps, je travaillais au CFA comme formateur. Après ça, j'ai plutôt pris la partie formateur CFA en dessin technique, enfin dessin bâtiment, parce que la partie froid pratique, j'étais peut-être pas à l'aise. Ok, donc je faisais du dessin technique, mais par contre, comme on m'a confié d'abord les petits plombiers à faire, après ça, un peu de pratique, des collets battus, des choses comme ça.
j'avais fait un peu de plomberie, c'était pas trop problématique. Après ça, on m'a confié aussi les mécaniciens. On avait des mécaniciens des CAP mécanique automobile et des bacs mécanique automobile. Donc, je m'occupais du dessin et après ça, je me suis occupé CAP et bac. Après ça, je me suis occupé aussi des électriciens, CAP élec et très vite des bacs élec. Donc, je pouvais leur faire, la partie électricité et surtout la partie dessin, c'était aussi dessin bâtiment. Et donc, après ça, j'ai fait aussi les chauffagistes, ce qu'on appelait les installateurs MIT ou IT installateurs thermiques, les chauffagistes. Comme j'avais fait Max, je pouvais faire dessin bâtiment et chauffage. Et je pouvais faire aussi les frigories sans problème que j'avais, puisque les frigories, j'avais fait bâtiment, froid clim, j'avais fini mon BTS F2E. Donc voilà. J'avais quand même un peu plusieurs cordes à mon arc, ça me permettait d'avoir beaucoup de classes et de leur apprendre le dessin, chacun un peu dans leur matière privilégiée, et de faire des exercices en application pour chacun différemment, quoi. D'accord. D'accord. Et puis, je pas faire pour faire l'IFI, parce que moi, j'avais envie, en plus, de me faire plaisir, très égoïstement, et d'apprendre et d'aller encore plus de connaissances en froid. Donc, j'ai retenté une deuxième fois l'IFI. C'était je m'étais inscrit en 2017 ou 2010, 20. Et puis, bon, on avait lancé, mon patron a bien voulu lancer une séquence, enfin une nouvelle classe qui était les licences BIM. On avait déjà lancé les BTS avec l'option FED, fluide d'énergie domotique, option FCA, froid et conditionnement d'air, et puis il a voulu lancer une valeur ajoutée des licences, donc à Bac+3, avec une option vraiment BIM. Et là, la partie BIM, il y avait une vraie demande. Alors, je me suis renseigné un peu partout sur le BIM et j'étais vraisemblablement le plus en adéquation pour faire ça, étant déjà dessinateur bureau d'études. Le BIM étant pour moi une évolution, puisque j'avais déjà un peu touché AutoCAD et j'avais un peu utilisé AutoCAD un peu dans toute ma carrière de bureau d'études, en chaud, en froid, en clim, un peu partout. Donc, le BIM, je me suis renseigné. Pour moi, c'était une évolution. Et puis, on s'est lancé un peu là-dedans. J'ai fait un salon à Lyon, le salon Palais Brognard à Paris. Et puis après ça, je me suis renseigné, j'ai acheté des bouquins d'AutoCAD, d'Autodesk, de Monsieur Di Giacomo, des gens qui je me suis renseigné un peu partout, savoir comment l'aborder et essayer de structurer pour ces licences. Alors, c'est vrai aussi que j'ai demandé que ces licences, ces Bac+3, est-ce que je les avais eues ou pas? Est-ce qu'ils venaient de nos BTS que je connaissais, donc avec qui on avait déjà fait du dessin? Ou est-ce que c'est des gens qui avaient jamais fait de dessin? Et en gros, on s'est mis d'accord pour donner une formation à minima au début d'environ 20 heures de dessin pour ceux qui en auraient vraiment jamais fait de dessin technique. Donc, j'ai fait en 20 ans, j'ai fait de l'intraveineuse en 20 heures, pardon. On a commencé par faire, j'avais fait les plans de situation, plans de masse, permis de construire, la partie lecture de plan, voilà, enfin, en 20 heures, on a fait du condensé, de l'injection intraveineuse, mais voilà, un dessin qui me semble aller leur permettre d'aborder le BIM dans de bonnes conditions, quoi. D'accord. D'accord. Et donc, comme on n'avait pas l'infrastructure matérielle, le directeur du CFA, Monsieur Alfandari, m'a dit, bah, écoute, on nous a prêté, enfin, il louait plus ou moins une salle au CNAM, une salle de BIM, il y avait déjà équipé avec des postes BIM, et puis, alors c'est vrai qu'il y avait toute une organisation, et moi je lui ai dit un peu au dernier moment, pris de court, j'avais travaillé, bossé tout l'été, essayé d'organiser ça, qu'est-ce qu'il fallait structurer, comment on allait amener ces jeunes en un an, avec une grosse valeur ajoutée en BIM, hein. Il y avait un volume d'heures assez impressionnant, peut-être 80 heures de BIM. Donc, il y avait tous les vendredis après-midi, je crois, ils venaient en BIM, sachant qu'ils étaient déjà eux-mêmes en apprentissage. 2 ou 3 jours chez eux par entreprise. Et puis, ils venaient à l'école, nous au CFA, pour faire la partie mathématique, la partie thermodynamique, la partie électricité, la partie, enfin, toute la partie fluide d'énergie, voilà, qu'il leur fallait. Et moi, j'assurais la partie dessin et la partie un peu BIM. Et au dernier moment, j'ai dit au directeur, je peux pas tout faire. Donc, gentiment, il m'a mis en doublon, un architecte à l'époque, qui s'est occupé un peu de la partie, enfin pas un peu, qui s'est occupé beaucoup de la partie manipulation BIM.
Et moi, je supervisais, j'organisais avant, j'organisais les réunions pour savoir ce qu'on allait faire. Je m'occupais des absences, des machins, des présences, et puis j'organisais des réunions BIM. Des réunions BIM, des analyses synthèses, et puis qu'est-ce qu'on allait faire avant la séance, qu'est-ce qu'on allait faire pendant la séance, et si possible une synthèse de ce qui avait été fait. En tout cas, si on n'avait pas eu le temps d'une réunion après, moi je l'organisais et je la renvoyais à chacun avec les informations, ce qu'on a fait, où on a été de l'avancement. Je prenais des photos de la maquette et je suivais l'évolution. Et je renvoyais les documents parce que certains, donc on a dit au titre de ce BIM là, on avait un projet à faire. On était supervisé par un monsieur du CNAM, monsieur Guilfort, qui gérait un peu et qui nous a dit vous faites un projet. Donc on a lancé un projet d'une maison individuelle, permis de construire, et chacun de ces 11 ou 12 stagiaires on lui a affecté un peu un lot particulier. Il y en a un qui avait la partie terrain, la partie permis de construire, c'était une jeune fille. Après ça, toute la partie en situation plan de masse, cadastre. Après ça, il y en a un autre qui avait la partie bâtiment, fondation, béton. Après ça, il y avait un autre qui avait, par exemple, la partie charpente, toiture. Bon, c'était une toiture terrasse. Et puis, on avait décidé en même temps, c'était un bâtiment BBC, bâtiment basse consommation, donc il y avait des contrats. Après ça, on avait quelqu'un qui s'occupait de la plomberie. La plomberie, un autre qui s'occupait du chauffage et des ouvertures un peu, toute la partie menuiserie, fenêtres, un autre qui s'occupait de tout un corps d'état, et notre dernier qui était un jeune breton très très sympa, qui s'est occupé un peu de la coordination de tout ça et qui a géré comme un futur BIM coordinateur, un peu structurer ses copains, les appeler, savoir où ils en étaient des maquettes, essayer de faire le boulot de coordination réellement, d'organisation. Donc il a très bien donné ça s'est bien passé. Alors bien sûr, j'ai essayé à chaque fois, je leur donnais un cours, je structurais un cours de BIM avec, j'ai dû commencer par qu'est-ce que c'est que le BIM, l'historique. Après ça, il y avait la partie qu'est-ce que c'est qu'une maquette numérique, les différentes maquettes, essayer de structurer la charte BIM, imposer une charte BIM, comment on travaille, les règles du jeu, les dangers qu'il peut y avoir par rapport au juridique, par rapport aux financiers qui payent, en cas de qu'est-ce qui se passe. Donc on a essayé avec l'architecte qui leur faisait vraiment la manip de BIM et qui passait un par un les voir, les aider et leur montrer d'abord, il faisait une vidéo, on projetait au tableau comment faire, il leur projetait, il leur faisait, et après ça il allait voir, il suivait les maquettes. D'accord. Et moi, derrière ça, je faisais la partie organisation, qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui a été fait, structurer le cours d'avant et surtout faire une synthèse pour voir vraiment l'évolution du BIM, et structurer quelque chose. Et à la fin, ça s'est bien passé quand même. Le jour où ils ont passé leur examen, ils l'ont, je crois, à peu près tous eu. Il y en avait 2 ou 3 en rattrapage. Il y en a un qui était un peu léger. Bon, il y a eu un problème. J'avais demandé une démonstration de BIM et en réalité, ils m'ont tous présenté finalement un PowerPoint. Or, il n'y avait pas de démonstration devant moi. C'était un PowerPoint fini. Moi, j'étais resté sur ma faim. Il n'y a peut-être pas que moi. Donc, il y en avait 2 ou 3 qui étaient en rattrapage. On a organisé un rattrapage un petit peu pour voir où en était la partie manipulation du BIM réellement. Parce qu'il y a des choses, ils avaient fait que 20 heures de dessin. Il y avait des choses qui étaient trop légères. À mon avis, on ne forme pas un BIMer. Ne serait un BIM modeler, on ne forme pas, c'est sûr. Il faut d'abord, à la base, savoir dessiner, au moins dans un décor de métier concerné, si c'est le bâtiment, ou le chauffage, ou le froid, ou la clim, et bien sûr des bases de bâtiment tout simplement à la base, parce que sinon, comme le chaud, le froid, la clim, la plomberie, tout ça, ça va dans un bâtiment. Si je ne sais pas ce que c'est, si c'est pas lire une vue en plan, une coupe, et voir un peu plus, alors proposer des isométries, des choses comme ça, des schémas élect, pour qu'ils aient un bagage correct, suffisant pour aborder sérieusement, et pouvoir évoluer dans l'avenir. Exact. C'est ce qu'on se disait, il n'y a pas que le logiciel, il faut connaître les bases du dessin, bien sûr. C'est le problème aujourd'hui. On est d'accord. Ils sont complexes. Et derrière, on demande à des licences, pas seulement de faire un BIM modeler, mais en plus d'entamer des procédures de calcul, de lignes, des calculs de dépert thermique, des calculs de isolation, des calculs de... il y a plein dans des corps de métiers différents, ne serait-ce qu'en plomberie, il peut y avoir
les abacs de Dariès avec la simultanéité des débits par rapport au nombre d'appareils sanitaires. En chauffage, il peut avoir le calcul toutes des paires thermiques pour pouvoir justifier telle ou telle puissance dans le chauffage, dans les radiateurs, dans les convecteurs, j'en passe et meilleurs. Et en froid, voilà, on calcule, on fait un bilan frigorifique avant de justifier une chambre froide, positive ou négative, de justifier sa surface, son volume, son nombre, voilà, sa hauteur sous le plafond, qu'est-ce qu'on va y stocker, combien de temps, voilà, enfin j'en passe un bilan thermique, le nombre d'ouvertures complet, quoi. Tout ça fait par bilan thermique, et frigorifique. Ça marche. Et donc toi, tu as utilisé pas mal de logiciels, j'imagine. AutoCAD, peut-être Revit et autres? Ouais, un petit peu Revit, mais j'avais fait une formation Revit de très mauvaise qualité. Pourtant, je la croyais de bonne qualité. C'est une architecte à l'époque qui nous a fait ça. C'était, très honnêtement, je devrais pas le dire, c'était de très mauvais. Très mauvais. D'accord. Pas préparé, c'était... non, non. Alors, en plus, et pourtant, moi, j'étais projeteur, dessinateur projeteur. Et les gens qui étaient avec moi, voilà, qui étaient même pas dessinateurs, j'ai trouvé que c'était... Moi qui étais, alors maintenant, formateur depuis des années, et j'étais avec deux de mes copains, un chef des travaux et en chauffage et un prof de froid, qui avait une assignation ingénieur ou qui allait le devenir, on a trouvé ça de très mauvais goût, la formation Revit, voilà, c'était pas compréhensible, pas clair, il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de support écrit, il y avait, bon, voilà, zéro. Ah oui, d'accord. Et c'était quelle année ça? Tu te rappelles? Ma formation, ça devait être peut-être en 2019, ou un truc comme ça, 2017, 2019. Ah ouais, d'accord. Un organisme de formation plus ou moins agréé par Revit, je crois. Ouais. De mauvais goût, voilà. Dommage, ouais. Voilà. Bon. Ah ouais, ok, d'accord. Dans les formations, de l'information, même si ça peut être entre guillemets coté, enfin, ou en tout cas recommandé, il peut y avoir du mauvais, voilà. Donc c'est pas parce que la devanture est belle que à l'intérieur, ça peut être le sapin de Noël qui cache des guirlandes qui sont peut-être pas claires. Excuse-moi de Ça marche, ça marche. Et donc, toi, tu as constaté un changement, j'imagine, avec le BIM. J'imagine ça a été un tremblement de terre, non? Comment tu as vécu ça? Alors moi, j'ai un peu découvert le BIM, j'ai trouvé ça quand même génial. D'abord, c'est un outil extraordinaire et c'est un outil qui vraiment permet... Alors, bien sûr, j'imagine, et je me souviens, j'avais posé la question à Monsieur Di Giacomo en disant, mais c'est récemment, je lui ai dit, mais est-ce que les architectes ont envie de venir à ça? Parce que finalement, c'est un peu les concepteurs, les créateurs de leur projet. Et la partie BIM, pour avoir travaillé avec certains architectes, je me suis dit, mais voilà, ils dessinaient au crayon, ces gars-là, c'était un coup de main, un coup de patte. C'est à la fois des artistes, mais aussi des techniciens. Et donc, ces gars-là, tout d'un coup, passaient à l'informatique, la souris. Enfin, moi, j'ai connu le stylet, peut-être aussi les débuts avec Archicad, AutoCAD, Architrion, des trucs comme ça. Passer du coup de patte au stylet, à l'informatique. Mais il semblerait qu'il y en a quand même beaucoup qui s'y mettent, des archis, parce que derrière, j'imagine, ils gardent aussi leur créativité. Après, nous, j'estime que la partie bureau d'études, la partie engineering, comme on dit, nous, chacun dans nos corps de métier respectifs, on va venir appuyer ou on va venir faire ce qu'on nous a demandé à partir de la maquette de l'architecte. Nous, on va compléter dans nos corps d'état respectifs, que ce soit tous les corps d'état du bâtiment. Toi, par exemple, pour le béton armé. Les armatures. Et nous, pour la partie énergétique, donc chacun nous mène nos maquettes. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un outil puissant, très très puissant. En plus, ça permettait, entre autres, je repense à ça, non seulement tout d'un coup d'avoir la 3 dimensions, faire pivoter nos maquettes en 3 dimensions. Alors, quand on sait dessiner, c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simple pour un dessinateur, je crois. Et je crois que le problème des dessinateurs, il y a peu de gens et de moins en moins de gens qui savent lire un plan parce que faut imaginer. Enfin, moi, très vite, j'étais un très mauvais dessinateur, mais jusqu'à mon CAP et peut-être même bien longtemps après. Mais le jour où j'ai compris que sur un plan, un aplat, je pouvais tout d'un coup, sur la 2D, imaginer, lui donner une profondeur, enfin, imaginer mon bâtiment, pas juste voir un trait qui représentait un mur. Finalement, c'est ce qui avait fait Revit. C'est ce qui avait fait le BIM, c'est-à-dire la partie mettre en 3 dimensions quelque chose qui n'avait pas de... On est passé de la 2D à de la vraie 3D. Et en plus, on se met dans l'espace extraordinaire. Maintenant, en plus, ils avaient rajouté, par exemple, sur Revit, on pouvait avoir la rotation du soleil par rapport à un bâtiment. Selon ce
placement. Ça nous permet à nous, par exemple, thermiciens ou énergéticiens, de voir un peu l'orientation du soleil selon pourquoi pas selon la saison, et voir où va taper le soleil sur des façades au niveau l'été, l'hiver, c'est pas la même inclinaison par rapport au soleil. Et puis, ça permet aussi, par exemple, pour des cellules photovoltaïques placées sur le toit. Enfin, ça a vraiment vivant. Mais, alors bien sûr, ça utilise, en plus, ce qui était fabuleux, la partie vraiment pour moi, le BIM, c'est qu'on utilisait ces fameux fichiers IFC, Industrial Phone Class, c'est-à-dire qui permettent vraiment des fichiers d'échange. Et j'avais compris que pendant, par exemple, moi, je travaillais, par exemple, à Paris sur le BIM Revit. Par exemple, un collègue à Tokyo peut travailler en même temps, alors que moi, je travaille, lui dort, et quand moi, je suis à l'opposé, ou moi, quand je dormirai, lui, il peut travailler. Et on arrivait à un moment donné, grâce à un BIM coordinateur ou un système, ces fichiers d'échange, à enrichir ces fameuses maquettes de tous nos corps d'état différents. Si lui faisait, je sais pas, l'électricité ou la clim, d'accord, eh ben, il allait enrichir la maquette, même si c'était pas en temps réel. Alors que c'est vrai, autrefois, c'est pas facile. On sait bien, les réunions de coordination de chantier, c'était très compliqué. Ouais. Et là, on pouvait enrichir la maquette. Et puis, comme AutoCAD, on avait des couches de plans successives, on pouvait donc gérer beaucoup de choses. Et on pouvait surtout, la grosse partie pour moi vraiment fabuleuse, c'était arriver tout d'un coup à aller chercher des bibliothèques. Non plus, tu as dû connaître, moi j'ai commencé mes bibliothèques à l'époque quand j'ai bricolé au début sur AutoCAD, mais par exemple, je me souviens, si j'avais voulu faire un compresseur, j'aurais fait un cercle, j'aurais fait les deux petites flèches qui indiquent le sens de compression, et puis tout, je m'ai quand même pas m'amuser à dessiner un compresseur, même un petit compresseur hermétique en 3 dimensions. J'avais pas ces dimensions. Il m'aurait fallu la doc technique. J'aurais passé, j'exagère beaucoup de temps à dessiner un truc. C'est pas moi qui le fais. Je m'appelle pas l'unité hermétique, je m'appelle pas Copland, je m'appelle pas Bitzer. Alors du coup, chacun pouvait nous enrichir. Chacun ces fabricants qui maîtrisent bien sûr beaucoup mieux ces matériels. On pouvait tout d'un coup échanger nos matériels, chacun faisant la partie qu'il maîtrise, pour venir enrichir une maquette destinée à faire un projet fini, vendu, impeccable. Ça aussi, il y a un revers à la médaille. C'est que je me suis dit, mais par exemple, je sais pas, par exemple pour Alia, si tout d'un coup je veux faire du matériel sanitaire Alia, mais si je préconise moi sur ma maquette Revit ou ma maquette BIM, si je préconise Alia, ça va partir, je sais pas, c'est le client regarde ça, quand il clique sur, par exemple, le lavabo ou la cuvette de WC Alia, tout d'un coup, s'il voit le nom Alia, il va me dire, tu vois, quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi, monsieur, vous n'avez pas pris, vous, du Jacob de Lafont, pourquoi vous n'avez pas pris du Villeroy et Bosch, pourquoi? Ah, donc finalement, en préconisant un matériel, tu vois, il y a un peu un côté problématique. Tout d'un coup, je faisais un pré-choix qui pouvait être, tu vois, j'exagère, ça c'est un peu comme on dit le pot de vin, quoi. Pourquoi ça? Monsieur, vous pouvez. Alors tout le monde va venir m'offrir du champagne pour. Ah ben vous voulez pas plutôt pour préconiser notre matériel? Voilà, donc cette coïncidence-là. Mais au niveau, après ça, alors, et un autre problème, c'est que tout d'un coup, il fallait déterminer sur ces maquettes BIM quel est le niveau de load. Le niveau d'enregistrement. Est-ce que le niveau de précision, est-ce que c'était en lot 100, lot 200, 250? Et si j'avais compris, si je mets trop de détails en lot 300, 400, et il y avait encore plus, je vais enrichir la maquette, mais derrière, un problème de data. Problème de gros poids de data énorme à gérer des maquettes énormes. Donc, coprocesseur mathématique, surtout on envoie sur le cloud, on sature. Alors, si on exagère trop, si on n'est pas dans la sobriété, pourquoi faire du 450 ou du 400 du load démesuré, alors que par exemple un APS ou un APD peut suffire avec un load 100 ou 200. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin à ce niveau-là d'envoyer la grosse cavalerie lourde, quoi, tu vois. Exactement, ça marche. Ça, c'est un des problèmes pour toi du BIM, par exemple. C'est un des gros problèmes, tout à fait. Et puis après ça, je crois qu'il fallait structurer. J'avais essayé de structurer en disant aux jeunes, voilà, on commence par BIM coordinateur, une hiérarchie, quoi. Après ça, il peut y avoir BIM coordinateur, BIM manager, mais un BIM modeler, ça peut prendre des années, je vois. J'exagère, je commence à dessiner sur Revit, voilà, je suis BIM modeler. 5 ans après, si je fais encore de l'électricité, si je fais du MEP, ben, je suis peut-être encore BIM modeler, mais à quel niveau? Les hiérarchiser en termes de... Et comme nous, on avait des dessinateurs calqueurs qui n'existent plus, je crois, dessinateurs petites études, étude 1, étude 2, projeteur 1, projeteur 2,
et on pouvait peut-être finir chef de groupe, quoi. Donc il y avait vraiment une hiérarchie pour comment dire, déterminer finalement les tâches ou ce qui est exactement à faire, ce qu'on demande à un modeleur ou un BIM, voilà. Et chacun dans sa partie. Parce qu'il me semble que j'entends des gens qui se disent BIM coordinateur ou BIM manager. Alors, c'est pas méchant, mais un BIM manager sur de la maison individuelle, un pavillon, et un BIM manager sur ADP, aéroport de Paris, ou des gros chantiers ou des gros projets, je crois qu'il n'y a pas la même implication, les mêmes heures de travail, le même investissement, et c'est énorme, quoi. Alors, quand on dit BIM manager, ok, bon, très bien, merci, respect, de quoi? BIM manager à quel niveau? Mais déjà, un BIM manager qui fait bien son travail, j'exagère, sur de la coordination de maison, chapeau, quoi. Si ça roule, construction en bois, très bien, moi, alors, précisons un peu, il faudrait peut-être, c'est ça, préciser derrière. D'accord. Oui, il y a ça aussi, hein. C'est ce qu'on s'était dit, il y a un problème de perte on va dire de connaissances, on va pas se mentir. C'est vrai qu'avant, un jeune était formé, maintenant les jeunes qui arrivent, c'est un peu... Moi je l'ai vu, hein, la différence, c'est un peu débrouille-toi. En plus, les outils remplacent pas les connaissances. Aujourd'hui, on fait trop confiance à l'outil, il me semble. Je sais pas ce que tu en penses. C'est un peu ça, et ce qui m'ennuie, c'est que... Alors je rebondis d'abord, je reviens un peu sur ta question. Donc finalement, j'ai utilisé des logiciels, à l'époque j'avais utilisé pas mal AutoCAD, avec des releases d'AutoCAD. On avait donc, j'ai dû commencer peut-être AutoCAD 10, 11, 14, j'ai suivi un peu à travers les bureaux d'études. Mais après ça, à chaque fois, bien sûr, il fallait racheter. Fallait racheter une release pour avoir des plans et pour pouvoir lire les plans et que les versions correspondent. Mais bon, étant en bureau d'études, c'est les employés, les employeurs qui achetaient ça. Quand j'étais à mon compte, il a fallu acheter ça. Bon, j'ai pas eu le temps d'acheter les releases. Bon, j'ai pas eu le temps, en gros, de le rendre opérationnel. J'aurais dû non seulement me former moi, mais j'ai pas pensé à faire former un de mes dessinateurs. J'avais un gars qui était très bien, Lilian Joussin, là, qui était collaborateur de l'architecte, qui s'est mis, voilà. Mais si je l'avais formé lui, ça m'aurait dégagé. Donc j'avais ma compta à faire, mon secrétariat, le BIM, suivre les cours, suivre les chantiers, enfin suivre mes plans, corriger mes plans, aller voir les chantiers, ça faisait beaucoup. D'accord. Et je reviens en effet à des choses sur les dessinateurs, c'est que je crois toujours pareil, je veux qu'on fasse pas miroiter aux gens que le BIM, c'est pas juste un truc qui tourne en 3D, quoi. Je dois avoir une formation de dessinateur, au moins si possible, bien sûr, pas si possible, dans la formation, dans le corps de métier que j'exerce. Après, si j'ai un peu plus pour comprendre le bâtiment en général, c'est du bâtiment, parce que la mécanique, c'est pas ça. Enfin, j'ai travaillé, je suis dessinateur en construction mécanique à la base, les gars sur CATIA, je crois, ou 4CAD, je sais plus. Il y avait aussi déjà depuis longtemps la 3D. J'espère que tous les gars ont une formation de dessinateur en mécanique, quoi. Alors, mais que ce soit en cours du soir, mais parce que c'est pas simple, quoi. La mécanique, ça se dessine pas comme ça. Et eux qui sont toujours en avance, la mécanique. Alors, l'aérospatiale, là, je touche pas, c'est d'accord. Trop puissant pour moi. Et j'ai pas de formation en aérospatiale, hein, d'accord. Donc, il y avait tout un vrai problème de formation où il faut vraiment que les gars aient une vraie formation solide pour faire dans ces corps de métier, quoi. Différent, et aborder des maquettes sérieusement, quoi. C'est pour ça que je crois qu'il faut que tous les corps de métier du bâtiment, quels qu'ils soient, je pense tous, aient au moins une formation bâtiment, quoi. Formation dessin bâtiment, dessin technique, ce qu'on appelle, ou dessin bâtiment, hein, d'accord. C'est logique. Alors après, même un aménagement paysager, peut-être la partie couleur, colorisme et aménagement, implantation, des bases de géométrie. Enfin, après, d'accord, je sais pas. Exact. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai vu, moi, souvent, ce qui revient aujourd'hui, moi, ces 5 dernières années, c'est qu'on a vu une baisse du niveau. C'est-à-dire que moi, quand je bosse avec un plombier, un électricien, en fait, il y a une scission entre les deux, quoi. C'est vraiment chacun travaille pour lui. Il y a pas de... C'est un des problèmes. Et je pensais que le BIM allait régler le problème, sauf que ça fait pas tout, parce que si nous, on ne sait pas ce que va mettre le plombier, on s'en fiche. Si, pareil, le plombier se fiche de la hauteur du béton, des armatures qui vont tomber dedans, etc., c'est la catastrophe. Donc voilà, j'aimerais voir ton avis là-dessus aussi. Tout à fait. Alors, moi, ça m'a toujours choqué, mais moi le premier, hein, j'ai fait des bêtises. Hein. Je me souviens sur des plans, et j'ai même raconté à des élèves. Des fois, j'ai vu quelqu'un qui avait dessiné au-dessus, tu sais, il y avait un rectangle avec un éclair dedans. C'était une vue en plan d'un étage, d'un immeuble. Et puis il y avait un rond. Alors, est-ce que je sais plus qui est-ce qui avait dessiné ça? Eh ben, le rond, c'était juste une descente d'une arrivée d'eau, ou peut-être d'une descente d'eau pluviale au-dessus
une armoire électrique. Non, mais tu vois le machin. Et j'ai même vu mieux. Si un gars sait pas, sur les vues en plan, à l'époque, c'était même souvent en noir et blanc. Ouais. Donc, il y avait des cercles qui représentaient les poteaux de structure et quelqu'un avait dessiné une gaine qui passait tout le long. Le problème, c'est que pour lui, les ronds, ça voulait peut-être rien dire. Oui. C'était une gaine qui allait passer dans tous les poteaux. Une gaine de clim qui faisait, je sais pas, 800, 400 qui passe dans les poteaux en alignement. C'est pas un serpentin avec la vitesse de l'air, 5 mètres secondes. Enfin, voilà. Donc, les gars dessinaient, mais sans savoir. Ouais. Et je sais bien, je suis passé par là, je me suis posé des questions, mais moi, je comprenais pas, et j'étais un mauvais dessinateur, je n'arrivais pas à comprendre. Et puis, au fur et à mesure, j'ai voulu chercher à comprendre parce que et je suis tombé sur des messieurs, un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, un monsieur Bringer, pour qui j'ai travaillé 3 fois, qui était chaudronnier. Et je me souviens, une fois, je travaillais à son bureau d'études, qui était du côté de Versailles. C'était un mec chaudronnier, il vient à ma planche à dessin, et puis il me dit, il vient à ma planche, il me dit, mais vous voyez pas, monsieur Loli? Je dis, qu'est-ce que je vois pas? Je dessinais des gaines de clim. Il m'expliquait devant ma planche, il y avait une gaine avec une transformation qui passait, qui changeait de sens. Il me dit, vous le voyez pas dans ma tête? Je dis, non, je vois pas ça. Il me dit, c'est simple pourtant. Waouh, sa transformation, elle passait. Et lui, c'était évident, c'était un chaudronnier de formation, donc il avait déjà plié des tôles. Lui, il avait cette vision dans l'espace. Ouais. Moi, je voyais un plat, je voyais pas de balle, quoi. Ouais. Rien. Donc, en gros, j'ai compris là qu'il fallait imaginer à fond, quoi. Parce que sinon, ce que je dessinais, ça voulait rien dire. C'était des traits, je tirais des barres, quoi, sans intérêt. C'est ça. Et je suis retourné travailler pour lui. C'était un monsieur extraordinaire en dessin. Ah ouais, j'allais pas lui apprendre la messe, comme on dit, ça c'est clair. Il savait de quoi il parlait, lui. Ça marche. Oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est un peu lui qui quittait à son bureau d'études parce que j'ai voulu faire de la formation. Je comprenais pas. On avait des jeunes qui arrivaient au bureau d'études. Les jeunes qui arrivaient, ils avaient BTS TFCA, froid clim ou des BTS comme ça. Mais je leur dis, des fois j'en surveillais un. Comme j'étais au bureau d'études, et puis j'allais voir le jeune, 4 ans après, t'as fait quoi? Il avait toujours pas démarré AutoCAD. Ah ouais, en gros, il avait pas trouvé le bouton de démarrage AutoCAD. Et puis le chef qui avait confié un dossier, par exemple de plan, il avait dit, ok, jeune homme, c'était par exemple lundi ou mardi, vendredi, vous me rendez le dossier fait. Ça sera fini. Donc, il avait dû parler avec le jeune, il dit, je vous prends un essai, vous regardez le dossier et vous me faire ça en une semaine. Mais à midi, le jeune qui était arrivé vers 9h dans le bureau avec moi, alors il avait discuté avec le patron, il est arrivé, et puis après ça, 9h, de 9h à midi et demi, quand j'allais manger, j'ai dit, tu viens avec nous, à nouveau. Ah non, si, allez, viens manger avec nous. Ah, mais il avait rien fait, quoi. Retour après manger, je lui dis, t'en es où? Ça avait à peine démarré AutoCAD. Je dis, ok, mais t'as même pas ouvert le dossier de plan. Ah, alors je lui dis, ouvre le dossier de plan, sors-moi un plan, dis-moi ce que tu vois. Alors il ouvre le dossier de plan, il ouvre le plan, ça savait pas lire un plan. Tu te rends pas compte là, t'as dit au chef, vendredi tu rends le dossier, tu sais déjà pas lire un plan. Alors t'as fait AutoCAD, il me dit oui. Qu'est-ce que t'as fait sur AutoCAD? En gros, je sais pas, ils avaient vu un cube tourner dans l'espace, quoi. Un fou de savoir ce qu'il faisait, quoi. Mais là, il y a un lézard, hein. Ah, donc je me suis dit, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que, je sais pas, je peux que j'amène ma petite pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis 8 ans après, j'en suis sorti. Voilà, j'ai un peu vu peut-être ce qui se passait avec nos jeunes qui manquent d'une formation un peu sérieuse en bureau d'études. Voilà. C'est ça, exactement. C'est le constat que je me fais aussi. Moi, le premier, quand j'ai commencé, je vois les visites de chantier, on y allait très peu. En fait, c'était vraiment que de la théorie. Mais bon, finalement, je vois beaucoup de gens pareil. Tu dessines un trait, et puis quand moi, j'ai eu à former quelques personnes, je leur disais, mais là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu traces 2 traits, mais c'est quoi? C'est un mur. Donc, si tu traces 2 traits, c'est pas n'importe quoi. Ça va partir sur chantier, ça va faire un mur. Et c'est pareil pour les fenêtres, les linteaux, etc. Tu peux pas faire n'importe quoi. Et il y a le problème de ces visites sur le chantier, il y a le problème de la théorie, de la pratique. Il n'y a que de la théorie maintenant. Exact. Alors, peut-être pas, parce que nous, on a quand même la chance, je crois, avec les CFA, Centre de formation des apprentis. Nous, on avait une alternance, une semaine école, une semaine entreprise. Donc, cette alternance d'une semaine, je crois que les jeunes y voient. Alors, il nous est confié un peu le rôle à la formation, en CFA, de faire la partie rigoureuse, je vais dire, les règles de l'art, comment on doit dessiner, machin, la partie théorique. Et après ça, dans leur entreprise n'a pas toujours le temps de leur expliquer le pourquoi du comment. Mais ils le voient normalement avec nous en théorie, et après ça, ils vont mettre un peu en application au fur et à mesure sur leur chantier la semaine suivante. Voilà, à eux de dire à ces jeunes, à ces apprentis, de dire à leur patron, voilà, tiens, la semaine dernière, par exemple,
J'ai fait, par exemple, en dessin technique avec moi, j'ai fait, on a appris, je sais pas, en frigoriste, on a appris à dessiner un cycle froid avec les 4 appareils de base. Eh ben, le gars, il vient de rentrer CAP froid clim. Tiens, c'est quoi cet appareil, le truc noir, le cylindre? Ben voilà, si tu as dessiné le cercle avec les 2 flèches, ça c'est un compresseur, c'est ça le compresseur des 4 appareils. Ça, cet appareil sur un cycle froid, quand tu vois un split, le condenseur, il est derrière. L'évaporateur, il est dans la maison, dans la chambre, dans la pièce. C'est la partie qui va faire du froid réellement, de la clim. Et puis, il y a le détendeur, le dernier appareil, enfin l'avant-dernier appareil, le détendeur. Donc là, j'ai bien que physiquement, le jeune, moi, je lui montre des fois des symboles ou des dessins. Puis après ça, lui, de comprendre quelle est la réalité, l'adéquation. Et que l'un sert à l'autre, et que voilà. Et par exemple, s'il fait après ça, ils ont 8 heures des fois d'atelier, de voir qu'en atelier, le prof qui leur fait de l'atelier va leur montrer, par exemple, comment brancher un compresseur, c'est-à-dire la partie électrique, s'il y a un câblage, s'il y a phase notaire, s'il y a le mettre en sécurité avec la terre, ou les couplages moteurs étoile triangle, ou des choses comme ça. Là, on joue la sécurité. Nous, on a normalement le temps de leur apprendre les règles de l'art, et après ça, il leur montrer un peu de pratique, des manips. Après, eux, en entreprise, d'aller voir comment ils vont le vivre par rapport à leur entreprise, d'accord? Là, ils vont. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup, il me semble, de retours d'entreprise qui nous disaient, bon, au début, ça se passait pas bien parce que les jeunes, ils savent pas trop, ils ont pas de CV, voilà. Mais il y en a quand même qui veulent vraiment bosser et qui se rendent compte que c'est leur avenir, c'est leur métier, ils vont manger avec, et ça les passionne, quoi, ça les intéresse. Donc, ils comprennent bien que tout d'un coup, certains, la théorie va venir leur aider à comprendre la pratique, et la pratique, quand ils vont faire de la pratique, pourquoi la théorie, quoi, les deux se rejoignent. D'accord, c'est intéressant ça. C'est une des solutions qu'on pourrait proposer pour que les personnes soient plus compétentes malgré le BIM, parce que ça fait pas tout, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et vraiment, je crois que j'ai eu des retours aussi ayant été surveiller des jeunes qui étaient en initiale, c'est-à-dire qui n'avaient pas ces périodes en entreprise. Il semblerait que les jeunes étaient perdus, quoi. Et les entreprises disent, en gros, ils sont pas adaptés. Ils ont, au titre, par exemple, d'un BTS, ils doivent faire un stage de 3 ou 4 semaines en entreprise. Et puis, finalement, les jeunes, pendant ces 4 semaines, comme ils sont pas opérationnels, j'exagère, ils portent la caisse à outils, quoi. Ou alors, ils changent un filtre. Ça va changer un filtre, j'ouvre mon compartiment, je change le filtre. Ils savent même pas très bien pourquoi ils changent le filtre. Ils savent même pas pourquoi il est encrassé, plus ou moins encrassé. La delta P, encrassement du filtre, voilà. Ils changent une courroie moteur, mais ils savent pas comment ça s'aligne, ils savent même pas ce que c'est qu'un brin mou, un brin dur, comment ça se règle, comment ça... Enfin, tu vois. C'est pour ça qu'il me semble l'alternance est un bon système. On a même un carnet d'alternance qui devrait être toujours rempli. L'adéquation entre le jeune avec sa famille, l'entreprise et le CFA, une espèce de liaison où on va suivre le jeune. On va voir que les 3 acteurs principaux suivent et supervisent un peu cette formation du jeune. Et si on l'accompagne dans le bon sens, on va vraiment avoir un jeune qui dérape pas, quoi. On évite les dérapages. D'accord. C'est intéressant, ouais. Très très intéressant. Et puis pareil, j'imagine qu'il faut former, il faut faire un peu parler aux entreprises qui prennent des jeunes, c'est pas que de la main d'œuvre en fait. S'ils prennent des stagiaires, c'est pas que parce que ça coûte pas cher, il faut aussi leur apprendre le métier. Hein. C'est le problème. Alors c'est vrai que les entreprises reçoivent une somme d'argent, mais c'est important, ça les incite à prendre des jeunes, à dynamiser leur entreprise, à renouveler leur entreprise, parce qu'une entreprise, elle peut être vieillissante. Et puis le fait d'avoir quelqu'un, il les forme à leur technique, à leurs habitudes, les horaires de travail, les collègues, comment ils fonctionnent, les déplacements, les rayons d'action de leurs déplacements, leurs concurrents, avec qui ils travaillent, comment ils travaillent, des méthodes, voilà. Leurs règles de l'art et leur système de fonctionnement. Et vraiment, en plus, ils leur apprennent des trucs pratiques que j'imagine même parfois nos formateurs, et même moi, j'estime qu'en tant que formateur ou prof, on devrait se recycler parce que on sort du business, quoi. Je sais même, moi je suis prof de dessin, mais à la limite, comment on dessine maintenant dans les écoles de dessinateurs, dessin industriel, le PDI, des choses comme ça, ou quels sont les nouveaux outils? Le BIM, par exemple, j'ai pas le temps non plus d'en faire. Je peux en parler un peu,
Mais voilà, je peux pas être opérationnel partout. Mais est-ce que, par exemple, les dessinateurs projeteurs ou les dessinateurs des écoles de dessin, est-ce qu'ils travaillent encore avec des tables à dessin ou avec des T, des équerres? Est-ce qu'ils utilisent directement, je sais pas, l'ordinateur avec des logiciels voilà, qu'est-ce qu'elles utilisent comme logiciel? Je sais que Revit est accessible et le BIM est accessible des fois gratuitement, et ça c'est bien de la part de grosses entreprises, Trimble, Autodesk, à d'autres. Il y a des logiciels qui sont gratuits parce que quand on forme, quand on incite des jeunes à se former sur un logiciel, quelque part, s'il arrive dans son entreprise avec un bagage, un acquis, il maîtrise déjà un petit peu ce logiciel, peut-être. Le mot maîtriser, je reste toujours circonspect. Ben le mot maîtrise, pour moi, c'est un peu le mot d'une puissance très importante. Ouais. Voilà, il utilise un outil plus ou moins bien. Ben, s'il l'utilise, il peut le garder, il va être peut-être plus opérationnel techniquement et financièrement. D'accord, ça marche. Ça marche. Mais c'est vrai que j'ai assez peu le temps d'utiliser des logiciels. J'ai utilisé un peu X-Relay pour faire des schémas électriques, quelques petits logiciels par-ci par-là, mais voilà, j'ai pas le temps. Et de faire du cours de dessin technique et de corriger mes copies. Toutes mes copies, j'avais entre 300 et 400 apprentis et chaque semaine et parcours de 2 heures dans des spécialités différentes, donc plomberie, mécanique, chauffage, froid. J'ai eu les mentions complémentaires, bac plus 1, plus les licences, les BTS, voilà. Et j'essaie à chaque fois, à chaque séance, de faire exercice ou un cours et un exercice appliqué que je renotais. Et donc c'est du travail, mais voilà, on est sûr un peu de verrouiller un peu, quoi, de pas laisser passer entre les mailles du filet. D'accord. C'est ça, c'est ça. Et point de vue logiciel, qu'est-ce que tu penses des logiciels qu'on a en ce moment, parce que le marché est assez ouvert. Et ça. Alors là, je crois que je suis pas du tout comment dire, compétent pour pouvoir juger de ces logiciels. Moi, j'avais commencé Revit, j'ai pas le temps de sérieusement m'y mettre parce que c'est chronophage, c'est fabuleux, mais en plus étant très curieux et très curieux, et en plus étant maintenant dans pas mal de domaines du bâtiment, donc comme je connais des connaissances quand même plus qu'en bâtiment, en chauffage, en plomberie, en froid climatisation, en électricité, voilà. Donc si je commence sur des maquettes, être tout corps d'état, c'est un peu chaud. J'ai travaillé aussi en ouverture, en charpente, j'ai travaillé, voilà. Donc ça fait. Il faudrait que j'attaque. Déjà, toi, tu connais, tu maîtrises peut-être, c'est des logiciels béton, structure, calcul béton, poutre béton. Ouais, quelques-uns. Il y en a tellement. Il n'y a pas que le dessin, il y a les calculs structure béton. Quand tu envoies un plan, tu préconises et tu as calculé des fois les contraintes, les aciers, c'est chaud, voilà. C'est vrai. Mais on le sait bien, quand je suis dessinateur, quand tu es projeteur, ou quand tu rends des plans, tu t'engages et sur les codes et sur les calculs que tu as mis normalement. Exactement. Donc, j'exagère, si la baraque s'écroule, on est mal, quoi. Hein. C'est exactement ça. Pas nous qui serons dedans, mais on joue pas ça, quoi, là-haut. Déconne, là-haut. C'est vrai, c'est exactement ça. Avec la vie des gens, là. Alors, comme je dis à mes élèves, c'est pas du dessin animé qu'on fait. Voilà, pour faire des cartes de vœux. C'est sûr, on voit des problématiques comme ça qui se posent. Hein. Il y a toujours lié au manque de compétences, tout simplement. C'est ça, c'est que les jeunes ne se rendent pas compte. Et on a été jeunes avant eux, on ne se rend pas compte de l'importance de. C'est pas du décoloriage, c'est pas du dessin. On envoie des plans pour une maison, pour un building, pour un projet il va y avoir de la sueur, ça va coûter cher. Il peut y avoir des problèmes juridiques, il pourrait y avoir des problèmes d'incendie, il peut y avoir des voilà, c'est tout un tas de choses. C'est du bâtiment, quoi. C'est pas des cartes de vœux. C'est vrai. Pas du bâtiment artistique. Exact. Et toi, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, pour moi, le BIM, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on nous vend un peu du rêve, c'est-à-dire que tu aurais besoin d'un outil et l'outil te ferait tout. Bref, tu n'aurais plus à te casser la tête, mais c'est pas ça pour moi. Enfin, faut espérer. Alors moi, je préconiserais, bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais alors que chacun se spécialise, bien sûr, peut-être, ou dans la partie qui l'intéresse, lui, mais derrière, par exemple, un logiciel de bilan thermique, j'aime à croire que si les gars, il est bâtiment ou chauffagiste, puisqu'il fait un bilan thermique, et pas pareil qu'un bilan frigorifique, pour moi, s'il fait un bilan thermique, il est capable
d'abord, il va, si possible, utiliser un logiciel qu'il a choisi ou qu'on lui propose, mais il va décortiquer un peu le logiciel pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un peu chaque paramètre. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mu, quelle est la valeur du mu, du lambda, quelle est l'épaisseur de la paroi, qu'est-ce qu'il considère par mètre carré comme des paires, machin, il est dans quel géolocaliser le projet, parce que si je fais un projet à Lille ou si je fais un projet à Marseille, les contraintes sont pas les mêmes, la région est pas la même pour le chauffage, les valeurs de chauffage, la rigueur de l'été, la météo échange. Alors je prends les valeurs météo, nous on en sait bien, on a des valeurs sur les cartes de France des régions qui sont identifiées par rapport à telle température, l'été, l'hiver, les variations, l'hygrométrie. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à tenir compte, mais j'utilise pas un logiciel qui va me dire tiens, ça égale ça. Ah bon, pourquoi il me donne une valeur? Si je la vérifie pas, si je suis pas capable de maîtriser un peu, de comprendre les paramètres, les valeurs qu'il a utilisées, les lambda, les mu, enfin tout ce qu'on utilise pour les besoins chauffage, les coefficients des paires, le 1 égale 1 HI. Enfin, voilà, on doit pas laisser que celui qui a fait ça, j'aime à croire qu'il a bien fait son travail. Mais moi, je veux savoir ce qu'il a pris comme valeur. Je ne connais pas, rien, je veux savoir qu'on soit en adéquation, qu'on soit d'accord sur les valeurs qu'on utilise, quoi. Voilà, faire preuve d'un peu d'esprit critique, on pourrait dire, parce qu'il y a ce problème qui se pose aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui... Et ça m'exaspère. Ils me disent, parfois, hein, j'ai vu des choses, des plans, les gens te disent, on n'a pas le choix, c'est le logiciel qui m'impose ça. N'importe quoi. On pense à ça, par exemple, à l'IFI, on a notre prof de clim, là, M. Moutari, qui nous avait dit, par exemple, il y a deux grosses méthodes en climatisation. Il y a en gros deux grosses méthodes pour, on peut faire, j'exagère, un peu un calcul des fois à la louche, et puis il y a un calcul un peu plus détaillé, quoi. On avait deux systèmes un peu bien particuliers, le système RTS et le système, je sais plus quoi, pas MTS. Vous voyez, deux systèmes pour climatiser. Où je fais un bilan climatisation complet, je rentre dans le détail avec le nombre, le bâtiment, les températures extérieures, les températures intérieures, l'inertie du bâtiment à telle heure. Je vais prendre le cas le plus défavorable à 15 heures, peut-être un mois d'août. Voilà. Après, je vais tenir compte du nombre de gens qui rentrent, les paramètres d'habillement, les clauses, les paramètres de la personne, la physionomie, c'est un homme, c'est une femme, voilà, on peut tenir compte de beaucoup de paramètres, en tout cas faire une étude sérieuse et pas faire un bilan clim, allez juste le logiciel, envoyer un chiffre, ça va bien en mètre carré, un peu simpliste. Et en plus, avec la chance d'avoir rencontré ou d'avoir discuté ou d'avoir suivi des gens comme Pascal Lenormand de un Cube, qui a dit un bâtiment, c'est vrai, il peut évoluer, c'est-à-dire ce bâtiment, il est pas figé dans le temps. Qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, c'était par exemple un immeuble de bureau? Qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, ça sera pas une crèche? Ça sera pas autre chose? Donc, son système par exemple, de chauffage ou son système de refroidissement, de climatisation, est-ce qu'il est toujours adapté? Est-ce que je peux même pas penser d'abord aller voir mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Pas juste me dire, c'est un bâtiment d'immeuble, ça, boum, boum, boum. Je me débarrasse. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Quelle est sa fonction? Et quels sont les gens? Et les gens qui vont être dedans, qu'est-ce qu'ils ont un peu comme contrainte, quoi? Essayer des tables rondes, enfin, avoir la demande, les besoins réels des gens et pas dire peut-être partir que sur des valeurs non plus standards. L'homme c'est tant. Voilà, je sais pas combien il y aura de personnes. Je pense au centre Beaubourg à Paris. Vous avez, si j'ai bien compris, eu tellement de succès que les surcharges plancher Beaubourg, ils ont été obligés de faire des tourniquets au bout d'un moment parce qu'il y avait tellement de gens que on en est arrivé peut-être à mettre en danger la vie des gens. On le sait, je crois une surcharge le béton est calculé pour 250 cm, 250 kilos par centimètre carré. Mais comme il y avait tellement de gens, ça plaisait à Beaubourg et il y a plusieurs étages au centre Beaubourg, ils ont été obligés de tourniquer. Il y avait une surcharge de trop de personnes. On pouvait peut-être mettre la structure en danger, la structure du bâtiment, avec pourquoi pas au pire un effondrement. Donc voilà, être aussi par exemple nous des systèmes peut-être, je sais pas, des sondes de présence humaine ou de CO2 pour détecter le nombre. Ça sert à rien de faire tourner des clims à fond la caisse ou des centrales de traitement d'air qui vont balancer des milliers de mètres cubeurs s'il y a personne dans les salles, quoi. C'est vrai. On a fait des trucs comme ça dans des musées, des trucs comme ça à l'IFI où vraiment là on nous sollicitait, on nous mettait finalement à réfléchir à des vrais projets, un peu des cas particuliers, un peu ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes, pour aller voir comment à nous adapter, quoi. Pas juste toujours peut-être utiliser le standard. Le standard, c'est bien, c'est une base de référence, c'est pas tout. Voilà, je dois aussi vérifier, m'adapter au bâtiment et penser à ce bâtiment, peut-être, pourquoi pas, à une évolution
voilà, peut-être essayer d'anticiper son avenir et pourquoi pas anticiper les problèmes climatiques qu'on a déjà, problèmes de chauffage, de réchauffement climatique, voilà, à travers les peintures, les matériaux biosourcés, enfin voilà. Ouais, il y a du travail là-dessus, on dirait. Et de faire comme disait Pascal Lenormand sur un cube, de faire pas de l'économie d'énergie, de la sobriété d'énergie. Ouais. On sait l'énergie à fond la caisse parce que l'énergie, c'est notre avenir. Exactement. Tu as tout à fait raison. Super. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Philippe, ou parce qu'on a, on a parlé de pas mal de choses. Tu feras ce qu'il faut. Je sais pas, pour l'instant, moi je suis passionné parce que c'est apprendre à des jeunes. Moi, je me suis même dit, je crois que je leur ai même dit un jour, moi j'aimerais que les élèves dépassent le maître, quoi. Leur maître, leur maître étalon. Leur formateur, quoi. Voilà, s'ils peuvent que chacun donne le meilleur de soi-même, quoi, parce qu'on fait du bâtiment où il y aura nos femmes, nos enfants, voilà. Ouais, c'est des bâtiments même industriels, et même voilà, qu'on ait plaisir à faire ce qu'on dessine, et qu'on reste curieux parce que les techniques évoluent, les matériaux évoluent, et voilà. On doit aussi rester en évolution. J'aurais même, moi, j'ai envie de dire en constante formation pour continuer à être curieux, à s'intéresser, à rester un peu. Comme on dit, on a l'âge de ses artères, c'est évident, mais on a surtout l'âge de ses algèbres. C'est-à-dire des questions qu'on se pose. Si je me pose pas de questions, je risque pas d'avoir de réponse, quoi. Elle va peut-être pas venir toute seule. Ouais, c'est sûr, ça marche. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les logiciels ont beaucoup évolué. Pourtant, on dirait que c'est pas simple pour les jeunes qui arrivent. C'est loin d'être évident. Ça doit être un panel de trucs dans tous les sens. C'est ça. À nous un peu d'essayer de les orienter, de les guider vers des logiciels, leur apprendre des bases de logiciels. Mais je dis bien leur apprendre des bases, pas les lâcher peut-être dans la nature. Parce que CAP ou même bac ou même voilà, si on t'accompagne un peu en début, au moins en te donnant un minimum d'heures de structurer une formation, le pourquoi, les bonnes bases. Après le jeune, les jeunes après ça, eux vont compléter leur formation, ils vont c'est parce que c'est chronophage, hein, comme on dit, ces formations. Chaque logiciel peut t'embarquer dans beaucoup d'heures. Si tu es accroché, si ça t'intéresse, si ça te passionne, vas-y, mais si tu as eu les bonnes bases, quoi. Très intéressant, moi, mon stage formation Revit, d'ailleurs, ok. Bon, c'est ça. Je vais mal tomber ce coup-là. Moi c'était pareil et pourtant c'était donc en 2014, j'étais pas trop mécontent mais bon derrière c'est pareil, il faut pratiquer, il faut c'est ça le problème, il faut pratiquer, voilà. C'est pas forcément comme le vélo, ça revient pas forcément naturellement. Parce que pratiquer et il y a tellement d'icônes, de souhaits et en plus tellement de possibilités, de paramètres que je me souviens quand j'apprenais AutoCAD, rien que les petites bandes d'icônes, mais il y en avait. J'avais des classeurs AutoCAD, mais nous, on nous avait donné des supports de cours avec le détail, chaque manip, l'explication. Il y avait des dessins, il y avait des logos, il y avait il y avait une explication pour chaque commande. Il y avait une explication. 2 ou 3 classeurs de l'AutoCAD, alors, c'est un peu lourd à lire, mais quand tu avais lu, commençait un peu ça commençait à aller, quoi, AutoCAD, voilà. J'avais un peu de quoi parler. C'est vrai. Ok. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de papier. Hein. Même les aides AutoCAD, bon, c'est tout en ligne, mais visuellement, tu peux plus feuilleter, tu peux plus apprendre. Hein. C'est ce qui manque. Constamment rappel. Et j'ai même un copain qui travaille des fois avec 2, 3, plusieurs écrans. Ça peut être pas mal parce que c'est vrai que nous, on est passé de la planche à dessin où j'avais un plan qui faisait des fois un format A0. Mais ça, c'était, je voyais bien, j'avais une vision d'ensemble. Alors que là, tout d'un coup, sur un écran, des fois, c'est vraiment comme je disais, à mon âge aussi, ça éblouit un peu. Et quand tu as 2 ou 3 écrans, ça peut-être, alors ça, il faut pas trop non plus, mais ça peut te permettre d'avoir une vision plus globale, de garder un plan. Tu sais travailler en mosaïque. Quand tu travailles en mosaïque, c'est sympa, pardon, d'avoir la vue en plan d'un côté, d'avoir la coupe, la façade. Ça permet aussi d'avoir une espèce de vision d'ensemble, mais constamment, au lieu de jongler sur des plans.
C'est vrai. te perdre. C'est vrai. Moi, ça me faisait rigoler quand je voyais les anciens, entre guillemets, parce que moi, j'étais plus jeune. Et puis, tu sais, je voyais les vieux qui accrochaient leur plan comme ça. Alors, ça prenait tout le... Je rigolais, mais n'empêche que on faisait beaucoup de boulettes, nous, parce qu'on avait un tout petit écran et tu voyais rien, quoi. Tu faisais beaucoup de boulettes. C'est exactement ça, c'est vrai que moi j'ai appris, on accrochait nos plans quand on pouvait à côté, en bureau d'études, c'est sympa quoi. On avait un coin et moi j'avais mon projet et je dessinais, même quand j'étais pas toujours, et même à l'écran, des fois j'accrochais un plan à côté, j'avais une référence constante, plutôt que de jongler sur l'écran qui s'éteint, qui s'allume, tu sais plus où t'es forcément, voilà. Moi j'avais besoin à la fois espèce de calme et d'imaginer tranquillement mon truc, un truc qui bouge constamment pour moi. Ça, c'est un dessin animé, mais c'est pas forcément. Voilà, je suis pas de cette génération et ça me paraît pas souhaitable, quoi, parce que tu ouvres une fenêtre, tu la fermes, mais tu es en train de jongler. C'est vrai. Moi, ça me convient. Toujours. Déjà deux ou trois écrans, peut-être j'ai travaillé pour voir. D'accord, ça marche. Ça peut être le mot de la fin, le conseil de la fin. Alors, investissez dans un troisième écran. Moi, le premier, alors. Bon, c'est encore de l'argent, c'est vrai, mais moi je préfère que même, je crois, continuer à apprendre les bonnes bases de départ, parce que je ne pourrai jamais faire de BIM si on n'a pas de bases en dessin, ou bâtiment, ou mécanique, ou d'accord, où chacun a le corps d'état qui l'intéresse. Ça marche. Eh bien, écoute, ce que je te propose, on va attendre des questions, et puis je pense qu'on aura l'occasion de reparler de sujets précis, parce qu'apparemment, il y a beaucoup à dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Philippe. Avec grand plaisir, du coup. Allez, je te dis à bientôt, alors. Bientôt. Allez, salut. Et voilà, c'est fini pour cette interview. Donc, je tenais à remercier Philippe Bovy encore pour sa participation. C'était un super échange, vous l'avez vu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. En tout cas, moi j'espère une chose, comme d'habitude, c'est que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Comme je le disais, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis sur la chaîne, mais aussi sur l'interview, sur ce type de format. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça, vous voulez d'autres interviews? Et sur quel thème? Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette de notification. Ça, c'est pour ne rien louper. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye!